Bonjour, je me présente, Lucien Reb. Donc, je suis consultant chez Intech, donc je vais présenter ma présentation. Comment bien sécuriser ses bits. Donc pour commencer, donc le petit sommaire, donc un petit peu de terminologie. J'aime bien la précision, donc ça va être en relation aussi avec le titre. Je vais expliquer nos données personnelles, comment elles sont représentées dans l'Internet. Les services qu'on utilise qui sont gratuits, mais il faut savoir ce qui se passe derrière. Et un petit côté fun, si on gagnait de l'argent par rapport à vos données, savoir comment on peut faire. Et puis quelques exemples de phishing 2.0, pas juste une simple page internet, mais quelque chose d'un peu plus interactif, un petit peu plus dynamique. Et je terminerai par une conclusion. Donc la terminologie. Donc pourquoi ce titre un petit peu aguicheur ? Finalement, nos données personnelles, c'est ni plus ni moins qu'une représentation de plusieurs bits. Donc les bits, c'est ni plus ni moins que des données binaires, 0 ou 1, finalement représentées en base 2, dans le milieu mathématique. Après, on a plus l'habitude de ce côté décimal où on compte de 0 à 9, donc en base 10. Et en informatique, pour avoir un peu plus quelque chose de plus haut niveau pour l'être humain, on peut aussi le mettre en hexadécimal, c'est-à-dire en base 16. Donc on compte de 0 jusqu'à F. Mais je pense qu'ici, énormément de personnes comprennent ce que je suis en train de dire. Même moi, en étant informaticien, il m'arrive des fois à confondre le mot bit et le mot byte. Finalement, quelle est la différence entre des bits et des bytes ? Finalement, un byte, c'est une représentation de 8 bits. Et en français, un octet est égal, c'est la traduction du mot byte. Donc j'espère qu'avec cette conférence, vous avez pu faire cette distinction. La représentation des données. Depuis quelques années, on utilise justement un tableau ASCII pour représenter des chiffres alphanumériques. Maintenant, on l'utilise, qui est généralement fait par un paquet de 1 byte. On utilise aussi de l'UTF-8 qui lui est représenté entre 1 à 4 bytes. Donc qui a un peu plus de volume, mais qui est un peu plus évolutif et on a la possibilité d'avoir plus d'encodage que simplement des chiffres alphanumériques. Pour les images, je vais passer dessus, mais je pourrais passer une présentation complète pour expliquer la représentation des images en format binaire. Donc finalement, nos bits, donc nos données, on les envoie facilement sur Internet depuis quelques années. Donc on partage nos idées, on partage des images. Ce qu'on peut retrouver des vieux skyblogs, où on a diffusé du vieux contenu, des vieilles partages d'idées qu'on avait diffusés sur jeuxvideo.com. Même si on est couvert sous l'anonymat, notre pseudo a été référencé quelque part dans Internet et on peut retrouver ce qu'on a dit il y a quelques années. Après est apparu les réseaux sociaux, par exemple Facebook en 2006, où là, les données sont publiques, mais dans une sphère un peu privée. C'est-à-dire, on a un réseau d'amis, et dont seuls ces amis peuvent voir les goûts, nos hobbies. Finalement, on partage un peu notre vie privée sans être trop public. Après, si on est dans ce réseau-là, on diffuse quand même nos informations personnelles. Twitter, c'est plus une notion de microblogging, où on partage des idées, on partage des images. Pareil, on partage des avis. Ça peut être public ou privé, mais principalement, l'idée, c'était de partager des idées comme un blog, donc un microblog finalement, et on peut répondre comme un microblog. On peut répondre comme un blog, le fait de pouvoir répondre et de manière publique. LinkedIn est encore différent. Plutôt que de donner les images de ses chats, de ce qu'on mange, là on s'attaque plus sur la vie professionnelle, qui peut être un peu plus dangereuse, on reviendra par rapport à ça dans la conférence. Mais dedans, on peut connaître le niveau de technicité de la personne, connaître un peu plus en détail son expertise professionnelle, mais aussi ses relations professionnelles, qui peut être intéressante et on y reviendra tout à l'heure. Donc finalement, tout ce qu'on donne sur Internet, si c'est public, les moteurs de recherche ont cette information. Donc n'importe qui, pratiquement n'importe qui, peuvent rechercher des informations sur une personne, juste en connaissant le nom, prénom, ou alors le fameux pseudonyme qu'on a utilisé dans notre enfance. On peut retrouver des vieux commentaires juste avec des simples recherches. Mais il existe aussi des moteurs de recherche qui sont spécialisés pour rechercher des personnes. Oui, Google, c'est juste
un site internet où on peut faire des recherches, mais il y en a plein d'autres. Donc finalement, pourquoi pas essayer de faire un site internet qui va chercher d'autres informations sur différents sites. Donc finalement, juste en mettant un nom, prénom, il va simplifier et faire plein de recherches à votre place. Et mâcher le travail. Et si on va encore plus loin, il y a des logiciels qui permettent justement, en fonction de ce que vous avez mis de manière publique sur Internet, rechercher automatiquement. C'est-à-dire, là, il y a un logiciel qui s'appelle Maltelgo. Très simplement, je mets mon profil, c'est-à-dire je m'appelle Lucien Reb, et lui va faire les recherches automatiquement parce qu'il sait exactement où chercher. Imaginons si je connais l'adresse Bitcoin, parce que j'ai dû faire un transfert à une personne, eh ben, je peux remonter, connaître tous les transferts, parce qu'il est capable de connaître, de tracer tout et n'importe quoi. Donc finalement, au fur et à mesure, on peut faire le profil d'une personne. Et si on veut nuire à une personne, on peut remonter, connaître toute sa vie et recueillir énormément d'informations qui peuvent être préjudiciables pour lui à l'avenir. Donc revenons au service. Donc on utilise Facebook, on utilise iCloud, on utilise Gmail, on utilise Dropbox. C'est bien, mais il y a une phrase que beaucoup de personnes connaissent, et heureusement, mais tout le monde devrait connaître, c'est si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Parce que finalement, vous utilisez iCloud, vous envoyez des données, mais je ne pense pas que vous lisez les CGU. Dans ces CGU, finalement, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, on prend vos données, c'est votre propriété intellectuelle, mais c'est aussi chez nous. On fait ce qu'on veut. Si on veut faire de l'analyse d'image, si on veut faire de l'intelligence artificielle dedans, vous avez signé les CGU. Vous ne les avez pas lus, mais vous les avez signés. Finalement, si on recreuse un petit peu plus, le fait de donner ces données à une entreprise, aussi, cette entreprise peut la donner à des partenaires. Ça reste dans la sphère privée de l'entreprise, mais finalement, on le diffuse à d'autres entreprises alors qu'on ne le savait pas en amont. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? On s'est dit, d'accord, c'est bien, on donne des informations sur un serveur, on ne connaît pas trop qui possède ces données sur ce serveur-là. Maintenant, on sait qu'il y a énormément de fuites d'informations, par exemple avec Facebook, énormément de personnes désactivent ou suppriment Facebook parce qu'elles n'ont plus confiance en ce réseau social. Il y a d'autres alternatives, par exemple, il y a Diaspora, où lui, son concept est, plutôt que d'avoir un seul serveur contrôlé par une personne que je ne connais pas, par une entité que je ne connais pas, je pourrais très bien moi-même créer mon propre serveur, et ces serveurs communiqueront entre eux, et je serai propriétaire de ces données. On peut très bien imaginer une entreprise qui veut faire un réseau social, mais ne veut pas diffuser ses informations dans Facebook ou n'importe quel autre réseau social, pourrait créer son propre serveur et être maître de ces données. Et au moins, on est sûr qu'une fois qu'on est inscrit, une fois qu'on diffuse des informations, ces données sont dedans. Après, c'est bien d'utiliser d'autres réseaux sociaux, mais si c'est pour faire comme Google+, et il n'y a pas de contenu parce qu'il n'y a personne dedans, c'est encore autre chose. Après, sur Internet, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un droit à l'oubli. Si on va sur Google, on va sur Bing, on va sur Yahoo, ou même sur un Skyblog, on a le droit de supprimer nos contenus si on prouve qu'on est bien cette personne et qu'on veut, par rapport à la vie privée, on ne veut pas justement que ces données soient exposées. Après, même si ces données sont présentes et qu'on n'arrive pas à prouver comme quoi on est bien cette personne, on peut quand même en amont essayer de se supprimer de ces informations dans les moteurs de recherche qui sont les plus connus. Après, c'est bien de supprimer des données, mais Internet n'oublie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des sites Internet, par exemple, qui est très connu, qui est archive.org, qui permettent justement de retrouver des vieux contenus qu'ils ont archivés chez eux. Donc ils ont des millions de téraoctets de données, mais c'est intéressant. Par exemple, petite anecdote, il y a le site de Ségolène Royal, il y a quelques années, qui a été construit, je ne sais plus, à peu près à 200 000 €. Donc actuellement, le site de Ségolène Royal, il est bien, il est assez moderne, mais quand il a été construit à 200 000 €, quand nous, développeurs, quand on voit un site internet comme ça qui a coûté 200 000 €, on sait que c'est du vol. Et comment on peut retrouver, pourquoi il y a quelques années, beaucoup de blogueurs avaient critiqué, grâce à archive.org, on peut revoir ce site internet et voir que ça ne se faisait pas, même en 2014. Après, comment savoir si on a été piraté ou pas piraté? Il y a un site internet qui est très intéressant, je vous recommande de faire l'essai. C'est vous mettez votre adresse mail, et parmi plus de 329 sites internet, vous pouvez voir si votre adresse email a été dans une base de données qui a été compromise. Donc par exemple, on peut voir que
le plus grand, c'est Online Spam Bot. Bah, lui, finalement, ce qu'il récupérait, c'était plein d'adresses mail et il spammait énormément de gens. Mais je me rappelle, à une époque, j'ai pu accéder justement à la base de données d'Adobe, qui a été fuitée. Et ce qui est intéressant dedans, c'était, d'accord, on avait les adresses email, les mots de passe étaient cryptés, mais on pouvait retrouver les mots de passe grâce à l'indice de mot de passe. Quand on s'inscrit, il y a le login, le mot de passe, et des fois on dit, bon, bah, aide-moi à retrouver mon mot de passe. Et ce qui était marrant, c'est que si on regardait la réponse de certaines personnes, eh ben, on pouvait en déduire le mot de passe. Et le hachage des mots de passe était identique. Donc on pouvait s'amuser à déduire quel était le mot de passe avec la réponse de la question secrète par rapport à d'autres personnes. Enfin, voilà, c'est une anecdote, mais voilà, donc finalement, peut-être changer de mot de passe assez souvent, c'est peut-être important quand on voit qu'il y a énormément de sites et pas des petits sites qui se font pirater. Maintenant, la partie la plus intéressante, si on gagnait un petit peu d'argent. Donc finalement, le truc qui peut faire rêver énormément de personnes, comment on peut gagner d'argent? Bah, on pirate un serveur, ok, donc on vole une base de données. On peut dire que ça peut être simple, comme ça peut être pas simple. Après, si on cible une entreprise ou un site internet bien précis, c'est compliqué, mais après, si on regarde un petit peu sur internet, tel site peut être vulnérable et on peut accéder à la base de données, bah, c'est encore mieux, comme ça on peut récupérer quoi? On peut récupérer des adresses email, des mots de passe. Les cartes de crédit, c'est très compliqué, mais c'est encore autre chose. Ce qu'on peut faire aussi, si on est dans un réseau d'entreprises et qu'on est tous connectés sur le même Wi-Fi, il y a une technique qui s'appelle le man in the middle. En fonction des communications, on peut très bien récupérer le cookie. Le cookie, c'est quoi? Bah, c'est votre session. C'est plutôt que de réécrire votre login et votre mot de passe, eh ben, vous réutilisez un cookie qui est stocké dans votre navigateur et vous le rejouez et ça prouve comme quoi vous êtes bien cette personne. Ou alors, on peut insérer du JavaScript dans une page internet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on arrive sur un site où on est sûr qu'on est sur intech.lu. Finalement, on ne se rend pas compte qu'on est redirigé sur un autre site qui est exactement identique, mais on l'a cloné. Donc quand vous allez vous connecter sur votre compte administrateur, bah, ce ne sera pas sur le bon site, ce sera sur un site cloné qui ressemble à 99%. On a aussi, depuis des années, on nous dit « Ok, il faut utiliser du HTTPS, si le petit cadenas, c'est sécurisé. Bah, » Je vais vous montrer tout à l'heure par une petite démonstration. Bah, si c'est sécurisé, oui, c'est sécurisé, mais vous ne savez pas sur quel serveur c'est sécurisé. Donc OWASP, c'est un organisme qui regroupe les... C'est pas qui regroupe, c'est vraiment, ils font du bon travail, du gros travail sur tout ce qui est sécurité informatique, et principalement dans le domaine web et un peu partout. Et ici, on voit les top 10 des vulnérabilités. Ce qui n'a pas changé depuis 2013 finalement, c'est l'injection. C'est-à-dire on injecte tout et n'importe quoi pour essayer peut-être de voler une base de données, compromettre un serveur pour pouvoir le piloter à distance. La gestion des sessions, qui n'est plus représentée en 2017, mais voilà, c'est quand même cette notion de on casse l'authentification. Si on prend un cookie, bah, on se reconnecte, et ainsi de suite. Donc c'est bien, on se fait voler des données, mais j'aimerais savoir parmi vous qui utilise le même mot de passe ou qui utilise le même mot de passe de votre adresse email sur un autre compte. Donc quelques-uns, imaginons, j'utilise le même mot de passe sur Adobe, on a vu que cette base de données était piratée. Donc une personne a une liste d'adresses email, une liste de mots de passe, il peut faire un robot pour déjà décrypter les mots de passe, et une fois qu'il a décrypté, se reconnecter sur l'adresse mail, enfin sur votre compte mail. Et votre compte mail, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout. Vous avez vos abonnements, vous avez Spotify. Si vous voulez redéfinir votre mot de passe, finalement, le mot de passe va revenir sur cette adresse mail. Donc c'est quand même intéressant d'associer son adresse mail principale à son téléphone, parce qu'on a des notifications. Tiens, on a reçu un mail, même si une personne possède ce mot de passe, finalement, on a une notification. Non, c'est pas moi qui ai fait cette demande. Donc depuis quelques années, ça évolue. On récupère justement dès qu'il y a une intrusion. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent Google, mais si vous utilisez un compte Google et vous vous connectez ailleurs, finalement, on reçoit un mail. Est-ce que c'est bien vous? Si c'est pas vous, faites-le savoir. Si c'est vous, c'est bien, ne faites rien. Après, il y a aussi la technique du 2 facteurs d'authentification. On utilise aussi
au niveau de la crypto-monnaie. Donc on a un portefeuille sur Internet, on a peut-être 600 000 euros sur un compte sur Internet. Donc déjà, si la personne récupère le mot de passe, c'est qu'il y a... Ouais, ça arrive, hein. Et il y a une personne qui s'est fait voler 600 000 euros. C'est bête, voire plus. Tout simplement, déjà, il s'est fait pirater son compte. On ne sait pas comment. Quelqu'un a récupéré son mot de passe. D'accord. Donc maintenant, deuxième étape, facteur d'authentification. Quelqu'un récupère le facteur d'authentification, on récupère un SMS, le SMS est envoyé, et nous, on le remet sur le site Internet. Il y a une technique qui s'appelle le SIM swap, ce qui marche très bien aux États-Unis. On a recueilli énormément d'informations sur cette personne, et on appelle la hotline en disant « Bon, ben voilà, j'ai changé de numéro de téléphone, je voudrais faire une portabilité de numéro, enfin quelque chose qui est bien rodé. Finalement, je veux faire une portabilité de numéro, je suis bien cette personne. Donc l'ancienne carte SIM est désactivée, j'ai la nouvelle carte SIM, j'ai le compte et le mot de passe de la personne, et ben là je peux faire la deuxième authentification pour me connecter et faire le transfert des bitcoins. Et pareil, je vais vous faire un exemple en direct où je vais me connecter sur non, c'est plutôt une vidéo. Je vais me connecter sur une boîte hotmail, et sur cette boîte hotmail, pareil, il y a une deuxième authentification qui est le SMS. Je reçois un SMS, je le rentre dans Hotmail. Donc voilà, j'ai mis mon login, mon mot de passe, une deuxième authentification, sauf qu'il y a s'il y a une personne entre vous deux, eh ben, il intercepte la deuxième authentification et peut se connecter à votre place. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, on était vraiment dans Hackerman qui s'est piraté des sites internet, ou alors il a trouvé l'opportunité pour voler des données. Il y a aussi le social engineering. Je ne vais pas vous faire l'affront du phishing. Voilà, on peut voir, je pense que tout le monde en a dans sa boîte mail. Mais ce qui est bête, c'est que ça fonctionne encore. Donc la seule solution, c'est la prévention. C'est d'expliquer aux gens, faites attention. Si quelqu'un vient parler vers vous, même s'il a la bonne adresse mail, une adresse mail, ça peut s'usurper. Donc finalement, si on vient vous connecter, par exemple, il y a le directeur avec sa boîte mail qui vient vous parler, posez-vous des questions. C'est comme si quelqu'un sur un chat d'entreprise dit « demain je ramène les croissants ». On sait bien que ce n'est pas cette personne. Mais pourtant, c'est son compte. Donc il y a une usurpation d'identité. Une petite anecdote sur les cartes de crédit. Il y a des personnes qui arrivent à récupérer des cartes de crédit sans aucune connaissance en informatique, mais juste en étant bon et en connaissant les procédures d'autres entreprises. Par exemple, carte de crédit, quand on l'enregistre, on peut peut-être avoir les 4 premiers numéros à un endroit, les 4 derniers numéros à un autre endroit, et puis après, si on est un peu malin, on peut peut-être appeler la hotline pour dire, bah voilà, voici mon numéro de carte de crédit, la personne au téléphone va confirmer comme quoi c'est bien cette carte de crédit. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut récupérer quoi? Il faut connaître la date d'expiration. Ce qu'on peut faire, c'est au niveau de la hotline dire est-ce qu'elle expire bien sur cette date-là? En général, ils ne vont pas répondre, mais avec un peu de chance sur 10 services, on peut peut-être avoir cette information. Donc on a récupéré le numéro de la carte de crédit, on a récupéré la date d'expiration. Maintenant, il y a les 3 derniers numéros, le CVV. Donc comment on peut faire? C'est quoi un CVV? C'est de 0 jusqu'à 999. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tester 1000 sites internet, faire 1000 paiements, il doit en avoir un qui doit être validé. Donc après, la banque peut bloquer, il y a le système de 3D Secure, donc on va cibler des entreprises qui n'ont pas activé ce 3D Secure, et finalement, en 1000 tentatives, on est capable de retrouver le CVV. Donc c'est tout un enchaînement d'actions qui permettent de retrouver des informations qui peuvent être utilisées à des fins pas très bien. Donc là, on arrive sur quelque chose qui est un peu plus violent. C'est bien de voler des cartes de crédit, c'est bien de voler des comptes internet, mais si on veut devenir millionnaire, on fait exactement la même chose, sauf qu'on est encore plus malin. C'est exactement ce que j'ai expliqué depuis le début, ce qu'on fait depuis le début, on fait de l'ingénierie sociale. Donc on se renseigne. Donc avec Matelgo, pourquoi pas, on se renseigne, voilà, telle entreprise dispose de tel employé, c'est tel employé en tel niveau de relation, tiens, elle dans la partie comptabilité, c'est elle que je vais cibler, c'est elle que je vais demander de l'argent. Et pour ça, je vais faire l'usurpation d'identité, je vais dire, je dois faire une grosse transaction, c'est très urgent, réfléchis pas. Quand les personnes sont sous pression, c'est là où elles font des erreurs. Donc c'est pour ça, on fait des relances incessantes, c'est oh, je t'ai dit de le faire. Pourtant, c'est bien l'adresse email du directeur. Mais on ne s'en rend pas compte. Et comme certaines personnes peuvent être débordées, finalement, on fait des choses qu'on peut regretter après. Et une fois que le transfert d'argent est fait sur n'importe quel compte, cet argent est transféré partout dans le monde et il est intraçable. Il y a des gens qui, c'est des génies, c'est leur travail de faire ça.
Donc là, j'ai essayé de retrouver des exemples. Donc en 2015, 18 sociétés ont été ciblées et 15 ont été affectées là-dessus. Après, c'est peut-être des petites sommes, mais ce qui s'est passé en mars 2018, 19 millions d'euros pour la société Pathé a été envoyé. Ils ont eu une fraude au président juste parce qu'ils se sont renseignés sur cette entreprise, savoir qui a les mains sur la comptabilité, qui peut faire un gros transfert, et après, connaître l'entreprise permet de bien argumenter et de dire « il faut que tu me fasses un transfert là, on fait une levée de fonds, il le faut très vite ». Et vous êtes mis en confiance par l'adresse mail du directeur ou d'une personne que vous connaissez, alors que c'était pas elle. J'ai oublié une chose. Donc si on allait un petit peu sur le black market, pour voir combien ça coûte un compte Spotify, on ne regarde pas les autres s'il vous plaît. Donc imaginons un compte Spotify. Plus le Bitcoin a diminué. Effet démo. Donc si vous voulez un compte, LuxLux.io. C'est le même. Comme on est très sécure, on est bien. Donc imaginons, nous on paye notre compte Spotify très cher, si vous avez en fonction des formules. Combien pourrait coûter un compte Spotify à vie? Allez, en stock. Voilà, pour 1,56 $, on a un compte Spotify d'une autre personne. Après, c'est peut-être pas le mieux, mais si ça peut dépanner, ça peut être sympa. Le problème de Spotify, c'est si deux personnes se connectent en même temps, bon, bah, ça cause problème. Et puis, si ce compte a un abonnement en famille, bah, peut-être qu'on peut se créer un compte à côté. La personne ni vue ni connue. Et puis, si on cherche en bien, je pense qu'on cherche un compte Spotify famille, on peut s'incruster dedans, et puis on a un compte Spotify pour pas cher. Pareil pour Netflix, ça doit être une dizaine d'euros. Voilà, un petit compte 4K, bon bah à 2,60 €, j'ai un compte Netflix, et il y en a même qui garantit sa vie. Je doute un petit peu du service après-vente après, mais voilà. Et pareil, on peut retrouver des comptes PayPal qui sont vérifiés, qui ont de l'argent. On peut faire l'exemple. Hein. Et utiliser l'argent de quelqu'un d'autre pour payer. Enfin, si on fait un transfert de 1 000 $ en PayPal, on peut payer 395 $. Après, si on veut blanchir et tout, ou acheter de la drogue, le black market est là. Donc maintenant, je fais une petite démonstration. Donc c'est plutôt une vidéo qui est très explicatif. Donc finalement, dans le concept, ce que je disais tout à l'heure, bah voilà, là on est dans du HTTPS, donc on veut se connecter sur Google. La personne, bah non, elle se connecte sur un serveur intermédiaire. On nous a toujours dit, si y a le cadenas, c'est sécurisé. Personne ne peut se mettre entre nous, ok. Mais la personne qui se fait pirater et le pirate peut très bien créer un canal HTTPS, donc c'est sécurisé, il y a le petit cadenas. Lui décrypte les données et recrypte à la volée sur Google. Donc finalement, on envoie tout au pirate, le pirate renvoie chez Google, et ainsi de suite. Donc on va aller en accéléré. Donc là, cas typique de phishing, hein. On récupère un mail, clique dessus, un bit ally. Ok, on ne sait pas trop où ça nous mène. Si on regarde bien ici, on a bien le petit cadenas. On a vraiment l'impression qu'on est sur un site Outlook, Microsoft, qu'on veut se connecter. Mais si on regarde bien, le nom de domaine nofish.com. C'est bête. Enfin, là, on le voit. Là, c'est évident, mais une personne qui ne connaît pas, je suis en confiance, surtout que les URL de Microsoft, c'est très long. Quand on voit ça, on n'a pas envie de lire, on a envie juste de s'inscrire. Ou même si on est fatigué, on ne vérifie pas et on peut se connecter. Donc oui, on a une communication HTTPS cryptée sur un serveur, et pas celui de Microsoft. Donc on a cloné le site internet. Voilà, on renseigne son compte, on renseigne son mot de passe.
Après, comme je suis un peu parano, j'ai fait un système de double facteur d'authentification. Ici, on utilise Microsoft Authenticator. Donc sur mon téléphone, finalement, je vais dire, OK, c'est moi qui ai fait la connexion, donc je l'autorise. Mais on est toujours sur nofiche.com. Et hop, ni vu ni connu, on fait une belle redirection sur le site internet. Enfin, sur la plateforme de mail. Finalement, allons dans le côté un peu background. Donc une personne veut se connecter, ok, on va lui générer un certificat dynamique. Donc le serveur, lui, va crypter la communication pour dire que tout va bien. Ok, c'est cool. Donc voilà, une petite session en attente. On récupère le mot de passe, comme on envoie tout au serveur pirate. Donc là, comme on a fait un login mot de passe, comme je disais tout à l'heure, l'authentification, c'est ni plus ni moins que votre cookie, un numéro de session parmi tant d'autres, et on le récupère ici. Donc il suffit de le réutiliser, de le rejouer, et on est aussi authentifié. Donc finalement, on reprend le cookie, on le forge nous-mêmes, on se reconnecte sur le site internet, et voilà, on peut se connecter. Juste parce qu'on a fait un man in the middle, mais tout va bien, c'était crypté. Donc, la solution à ça, ok. Finalement, ce qui existe maintenant, c'est les petites clés de cryptage qui sont compatibles maintenant avec les navigateurs. Donc finalement, l'une des solutions proposées, c'est d'utiliser ça. Donc Google commence à diffuser ces clés-là. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour le pirate? Parce que dedans, on a une solution de challenge et de certificat. On sait que pour tel domaine, on peut générer un token, on peut générer un challenge, c'est-à-dire on communique avec le serveur pour dire « Ok, voilà, je t'autorise à accéder et je te reconnais parce que je sais qui tu es et tu l'as préconfiguré avant. » Dans l'exemple d'avant, c'est juste je donne un numéro qui est généré aléatoirement où moi seul peux le connaître, mais finalement si on l'intercepte, c'est pas grave, on peut le rejouer, le renvoyer et récupérer la session pour se reconnecter sur la session de la personne. Donc un autre site, une autre application qui est open source qui s'appelle Trap, qui est à la portée de n'importe qui. Il suffit de savoir cloner un dépôt, installer Python, pour ceux qui étaient là ce matin. Finalement, Trap, lui, je vais m'incruster dans le navigateur. Donc c'est un browser in the middle. Et en plus, je crée une URL qui est bien à moi. Donc finalement, ce qu'il me fait, c'est il me donne un lien. Si vous voulez vous amuser, je vous laisse scanner le QR code. Personne veut aller dessus? C'est une tentative de phishing, ça. Non, c'est sûr, ça va sur le site Intech. Regarde, si tu regardes bien dans l'URL, ça va sur le site Intech. Personne veut s'amuser un petit peu? Promis, c'est sans risque. Allez. Mais moi je le connais, c'est pour vous. Donc en plus, ce qui est bien dans ce petit logiciel, c'est qu'il me donne un joli dashboard. Et je peux voir en temps réel les personnes qui vont justement se connecter. Donc comme tout le monde n'est pas chaud, je vais le faire une petite démonstration. Donc c'est juste un point google.gl. Finalement, ce que lui il fait, c'est que à la création de ma ligne de commande, je lui ai dit clone-moi le site Intech. Donc finalement, on se retrouve ici. À part l'URL qui peut être un peu suspecte, finalement, on a le même contenu. Si on revient derrière, on voit OK. Donc il y a une personne qui s'est connectée. Par rapport à l'IP, je peux savoir où elle est. Donc cette personne est ici. Ce qui était vrai il y a quelques mois, quelques années, juste avec un code JavaScript, on était capable de savoir sur quelle session vous étiez connecté.
Donc on aurait pu faire du phishing. Maintenant avec les nouveaux navigateurs, c'est plus possible. Mais on aurait pu faire une petite interaction entre Facebook pour essayer de récupérer des données. J'aurais peut-être dû utiliser un autre navigateur pour tester. Mais voilà, maintenant c'est plus vrai. Il y a encore une technique qui permet de connaître les onglets qui sont dans votre navigateur, juste en JavaScript. Normalement, par sécurité, on ne peut pas, mais il y a des chercheurs qui ont trouvé le moyen de connaître tous les onglets qui sont ouverts, juste avec du code JavaScript qui est exécuté dans un de ces onglets. Donc si vous êtes des fous comme moi à avoir plein d'onglets, eh ben, une personne peut récupérer ces informations. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça finalement? On est sur le site Intech, et en plus il m'a injecté un petit code JavaScript. Donc qu'est-ce que ce programme peut me faire? Bon bah déjà je peux connaître le téléchargement, ce qui peut être intéressant. Je sais que cette personne est connectée en 4G. Je peux même connaître... Voilà, je suis connecté sur macOS. Je suis sur Chrome, je peux connaître la version du navigateur. Si ce navigateur est vulnérable, je pourrais très bien lui réinjecter du JavaScript pour exploiter justement son navigateur et ainsi rentrer dans l'ordinateur. C'est rare, ça peut faire fantasmer, mais si on a des vieux navigateurs, c'est possible. Ou aller encore plus loin, faire quelque chose qui s'appelle des exploit kits, c'est rediriger sur un site internet, parce qu'on connaît déjà le navigateur. Donc finalement, je le redirige, en plus en disant voici tel navigateur j'utilise, et bah, lui, il va exécuter un code JavaScript qui peut être vulnérable pour ce navigateur, et finalement, on est dans la machine. Alors qu'il aurait fallu utiliser une nouvelle version. Mais on peut jouer aussi. Par exemple, je peux envoyer une alerte. Coucou. Finalement, pour les développeurs, je peux envoyer un message. Si je peux envoyer un message, ça veut dire que je peux injecter n'importe quel JavaScript, et je peux faire tout et n'importe quoi. Je peux forcer à télécharger un fichier. C'est ni plus ni moins, vous cliquez sur un lien, bah moi je force sur cette page à télécharger un fichier. Donc d'un coup, vous voyez un fichier .exe, si vous cliquez dessus, bah, ça vous risque péril. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Injecter du JavaScript. Ce qui peut être marrant, c'est un petit speech. Hein. Finalement, c'est l'onglet qui est à côté, et on nous dit... Dans Chrome, il y a toujours ce petit haut-parleur qu'on est dans YouTube qui dit c'est cet onglet qui fait du bruit. Bah finalement ici, on ne le voit pas. Donc il y a une manière justement de cacher ce côté-là. Après c'est marrant, mais pour un pirate, c'est pas son intention. Lui, ce qu'il voudrait, par exemple, je peux très bien lui dire bon bah finalement, ton site c'est google.fr. Il est un peu bizarre, mais c'est pas grave, ça peut être très bien aussi une page de login qui est très bien clonée. Bon là il manque juste l'image, mais je pourrais très bien faire une recherche secrète, mettre un login en mot de passe. Bon, je pense que je l'utilise mal, mais finalement il m'a mal fait la redirection. Mais si on regarde, je regarde l'historique, finalement j'ai été sur Google, et récupère ce que j'ai recherché. Donc si je faisais ça sur une partie login, bah, la personne met son adresse mail et son mot de passe, j'ai une page 404, je comprends rien, c'est pas grave, bah, moi dans tous les cas j'ai récupéré son mot de passe en clair. Donc ça c'est un outil parmi tant d'autres qui permet de montrer justement la puissance de l'injection JavaScript. On entend justement l'injection cross-site citing. C'est pas très grave, mais du JavaScript dans un navigateur, c'est rien. Bah, avec du JavaScript, on fait beaucoup de choses. C'est ce que font déjà les analytics, qui récupèrent énormément d'informations. Donc petite conclusion. Donc ok, il faut savoir si c'est gratuit, c'est vous le produit, ça maintenant vous êtes sûr, vous comprenez. Sauf que est-ce que vous voulez avoir des services? Donc partagez vos données, ou alors vous voulez retourner à l'âge de pierre et ça vous va. Moi personnellement, je donne toute ma vie à Google parce qu'il me donne des services qui sont uniques. Après, c'est en fonction de chacun, est-ce que vous voulez préserver vos données ou non. Un exemple bête, cherchez votre nom, prénom sur Google, votre vieux pseudo, et regardez un petit peu ce qui peut être supprimé. Parce qu'il faut se mettre à la place d'une personne qui veut vous nuire. Eh ben, faites la même chose, faites des recherches,
et finalement essayer de supprimer au compte-gouttes. La boîte email, c'est quelque chose, changez de mot de passe ou faites-le, il faut vraiment qu'elle soit unique. Enfin, le mot de passe doit être unique, ça doit être quelque chose qui doit être sécurisé parce que finalement vous avez tout dedans. Et la confiance, on a bien vu, hein, c'est le petit cadenas, j'ai confiance, je reçois un mail de mon patron, j'envoie 16 millions d'euros sur un IBAN qui n'a jamais été vérifié par quelqu'un d'autre. Bon, voilà, merci pour votre attention.